Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à un événement majeur de la Seconde Guerre mondiale, la bataille de Stalingrad, qui a opposé les armées allemandes et soviétiques d'août 1942 à janvier 1943. Elle est considérée comme un symbole. Cette bataille est l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire militaire du XXe siècle. Ce combat titanesque dans lequel les belligérants ont engagé des moyens considérables se termine par une victoire décisive. Vous voulez en savoir plus sur la bataille de Stalingrad? Venez avec moi. Depuis l'invasion de l'Union soviétique le 22 juin 1941 avec l'opération Barbarossa et les succès initiaux de l'armée allemande, le front s'est stabilisé en décembre 1941. Au printemps 1942, l'armée allemande ne s'est pas encore remise des terribles combats de l'hiver précédent. Pourtant, Adolf Hitler, qui sait que le temps joue contre lui, décide de lancer une offensive d'été contre les soviétiques. Elle aura pour objectif de porter un coup mortel à Staline, en permettant de s'emparer ou de neutraliser les puits de pétrole du Caucase. Pour ce faire, le haut commandement de l'armée de terre met au point le plan bleu. Ce plan n'accorde des missions offensives qu'au groupe d'armée sud, qui devra opérer selon la méthode qui a jusque-là si bien réussi aux Allemands. Chars et aviation tactique ouvrent le chemin, dévastent les arrières, ravagent les centres logistiques et de commandement ennemis. L'infanterie suit et détruit les chaudrons ainsi créés. Le terrain choisi est celui des steppes et plaines du sud de la Russie, du Donetsk à la Volga, où les formations mécaniques allemandes devraient pouvoir exprimer toute leur puissance. Le plan bleu doit être exécuté en plusieurs phases. Phase A, 2 opérations préliminaires, le nettoyage de la Crimée par la 11e armée de von Manstein, 2 pinces parties de Koursk et Belgorod, iront encercler les forces soviétiques de la région de Voronezh et sur le Don. Les forces engagées doivent ensuite longer ce fleuve vers le sud, pendant que 3 armées du sud du dispositif doivent aller à l'est, en direction de la Volga et rejoindre les forces engagées dans les environs de la ville de Stalingrad. Le plan précise, dans tous les cas, il faut essayer d'atteindre Stalingrad ou de placer cette ville sous l'action de nos armes lourdes, afin de l'éliminer en tant que centre d'armement et de communication. La prise de Stalingrad n'est alors pas un objectif principal, il s'agit plutôt de couper le trafic fluvial sur la Volga et de protéger le flanc nord des armées engagées, et un symbole, puisque la ville de Stalingrad porte le nom de Staline. Après avoir complété les phases précédentes et avoir détruit l'essentiel du dispositif de l'armée rouge dans le sud de la Russie, les forces allemandes marcheront sur le Caucase. Cet objectif est assigné au groupe d'armée A, qui doit lancer un raid motorisé sur plus de 1000 km jusqu'à Bakou. Le secteur de Stalingrad est alors assigné à la 6e armée. Cette dernière est une formation extrêmement puissante. À partir de septembre 1942, elle sera même la plus puissante de l'armée de terre allemande. Elle comprend 11 divisions d'infanterie et d'infanterie légère, 2 divisions motorisées, 2 divisions blindées et près de 1000 pièces d'artillerie, dont de nombreux lance-roquettes multiples. Elle est commandée par le général von Paulus, un SOA né en 1890 dans une famille de petits fonctionnaires. Entré dans l'armée en 1910, ce très grand 1m93, bien qu'obscur lieutenant, intègre les cercles aristocratiques en épousant une noble roumaine. Ce mariage lui ouvrira de nombreuses portes. De constitution fragile, il sert dans des bureaux d'état-major durant toute la Première Guerre mondiale. On le considère alors comme un gentilhomme, affable et mesuré, perfectionniste à l'excès et bon tacticien. L'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler et la remilitarisation de l'Allemagne donnent un véritable coup de fouet à sa carrière. En 1935, il succède à Guderian dans le rôle de chef d'état-major de la direction des troupes motorisées. Général en 1939 et chef d'état-major de la 6e armée, c'est lui qui reçoit la capitulation de l'armée belge le 28 mai 1940. Après la campagne de France, il est l'un des officiers les plus en vue de l'armée de terre et devient quartier-maître général. Il sera l'une des têtes pensantes de l'opération Barbarossa. Le 5 janvier 1942, il prend la tête de la 6e armée. Lui qui n'a jamais directement commandé la moindre brigade est désormais à la tête de la fierté de l'armée allemande. L'assaut allemand de l'été 1942 sur Stalingrad était presque impossible à stopper. Berlin aspirait à capturer la ville quel qu'en soit le prix, souhaitant supprimer les voies d'approvisionnement de la Volga et ainsi priver Moscou du pétrole caucasien. Afin de contrer cette offensive, les soviétiques ont alors mobilisé toutes leurs ressources
Pour stimuler le moral et la discipline des troupes, Joseph Staline a également signé l'ordre 227. Le texte blâmait quelques idiots au front qui disaient que nous pouvions toujours reculer plus à l'est, pas un pas en arrière. Suite à cela, en août, le recul des forces soviétiques a par conséquent cessé. Les autorités de la ville ont donc exhorté les habitants à transformer chaque barre d'immeuble, chaque quartier, chaque rue en forteresse imprenable. C'est ce qui s'est passé. La résistance dont ont fait preuve les troupes et la population a été remarquable. Un officier allemand s'est plus tard rappelé ce à quoi la bataille de Stalingrad ressemblait. L'ennemi tient certaines parties du territoire de l'usine Octobre Rouge. Le principal foyer de résistance est l'atelier des fours Martin. La capture de cet atelier signifie la chute de Stalingrad. L'aviation a bombardé cette usine des semaines entières. Il ne restait ici aucun endroit intact. En 3 heures, nous avions avancé de 70 mètres. À ce moment précis, au-dessus de l'atelier apparaissait une fusée rouge et derrière elle, une verte. Cela signifie que les Russes commencent la contre-attaque. Je ne comprends pas d'où ils tirent encore toute leur énergie. C'est la première fois dans cette guerre que je fais face à une mission que je ne peux accomplir. Maintenant, l'atelier est sous le contrôle total des Russes. Le 28 juin 1942, l'exécution du plan bleu commence. L'armée allemande a 4 mois pour s'emparer des puits du pétrole du Caucase. En face, des forces allemandes, un dispositif soviétique. Certes puissant, mais secondaire dans l'esprit de Staline par rapport aux unités engagées dans la région de Moscou. Le dirigeant soviétique craint en effet que les Allemands tentent une fois de plus d'encercler sa capitale, cette fois-ci en passant par le sud. Il considère les préparatifs allemands en direction du Caucase comme une diversion. Le déroulement des 3 premières phases du plan bleu constitue un relatif succès pour les Allemands. Au 25 juillet, ils contrôlent Rostov, la porte du Caucase, et ne sont plus qu'à une centaine de kilomètres de Stalingrad. Cependant, une victoire allemande est loin d'être acquise. La Wehrmacht souffre d'un manque d'effectifs et la logistique peine à suivre la course folle des divisions blindées. Contrairement aux campagnes de 1941, les unités soviétiques parviennent de mieux en mieux à se soustraire aux encerclements allemands et infligent de lourdes pertes, notamment dans les combats urbains. Le déroulement de la campagne et les hésitations des généraux allemands poussent Hitler à s'investir de plus en plus dans la conduite des opérations. Soumis à un stress de tous les instants, le Führer, malgré sa solide intuition stratégique, reste un amateur sur le plan militaire et perd peu à peu le sens des réalités. Il est déjà clair à la fin de 1942 que les forces allemandes ne sont plus en état de conquérir à la fois le Caucase et de protéger le flanc nord, le long du Don et de la Volga. Hitler, qui se refuse à cesser l'offensive, décide donc d'amputer le groupe d'armée B d'une partie de ses moyens pour renforcer le groupe d'armée A. La 6e armée, qui doit sécuriser la région de Stalingrad, se retrouve à devoir gérer un front plus étendu, environ 300 km avec moins de troupes. Son approvisionnement en carburant lui aussi est réduit, ce qui ralentit d'autant plus son avancée vers son objectif. Au même moment, les soviétiques commencent à mettre en place un dispositif défensif autour de Stalingrad. Staline a compris que tenir la ville lui permettra d'exercer une menace sur le flanc allemand du Caucase. Constituer ainsi un point de fixation donnera à l'armée rouge le temps nécessaire à la préparation d'une contre-attaque. Le front de la bataille de Stalingrad, créé le 12 juillet, alignera déjà 8 jours plus tard 187 000 hommes, 7 900 pièces d'artillerie et 360 chars. La défense de la ville échoua principalement à la 62e armée commandée par Vassili Tchoukov, officier aux matières brutales et porté sur la bouteille. Il sait rester proche de ses soldats. À bien des égards, il est l'exact contraire de von Paulus. Instinctif et audacieux, il ne s'embarrasse pas guère des doutes qui assaillent fréquemment son adversaire allemand. À l'origine, un simple objectif secondaire, la prise de Stalingrad finit par s'imposer à Hitler comme une priorité. Constatant que ses forces, engagées dans le Caucase, ne pourront peut-être pas emporter la victoire, il espère au moins s'emparer de ce grand centre d'armement qui commande les voies de ravitaillement soviétiques du nord au sud le long de la Volga. À ces considérations logistiques et industrielles s'ajoute un facteur psychologique et politique. La propagande du Troisième Reich réclame des victoires avec la prise de la cité qui porte le nom de Staline, qui lui aussi a compris l'importance de la ville et qui est prêt à sacrifier un grand nombre d'hommes.
La progression vers Stalingrad est lente et difficile à cause de la résistance soviétique acharnée. S'ajoutent de nombreux problèmes logistiques et des hésitations de Paulus. La Luftwaffe, notamment la 4e flotte aérienne de von Richthofen, pourtant affaiblie, fournit un effort maximum. Le 23 août, elle détruit même une grande partie de la ville, la transformant en un champ de ruines. L'attaque allemande sur la ville débute le 13 septembre 1942. Von Paulus a assigné à ses troupes 2 objectifs principaux. Le premier, le Kurgan Maïev, une colline artificielle, une ancienne sépulture site de 102 mètres de haut, qui donne une excellente vue sur la Volga et la partie nord de la ville, le quartier général des grandes usines. Le deuxième objectif, le débarcadère central sur la Volga, qui est la voie principale d'acheminement des renforts et d'approvisionnement pour les armées soviétiques. Paulus, rompu aux grandes opérations motorisées en race campagne, tente d'appliquer les méthodes à un terrain tout à fait différent. Dans un premier temps, le déluge de feu qui s'abat sur les soviétiques semble devoir briser toute résistance. Tchouikov, qui manque à plusieurs reprises de se faire tuer, pense même un temps que la ville est perdue. Néanmoins, dans les combats de rue, au milieu des gravats, dans les caves et les étages des immeubles à demi effondrés, le soldat soviétique fait preuve d'une grande capacité de résistance. Des bataillons entiers s'affrontent pour un pâté de maison ou une usine. En une semaine, le quartier de la gare change 15 fois de main. Les chars allemands se relèvent vulnérables aux mines, aux engins explosifs improvisés et aux fusils anti-chars. Les tireurs embusqués de chaque camp rivalisent d'audace. Après 2 mois de bataille, sans pitié, von Paulus tient 90% de la ville. La 62e armée de Tchouikov ne compte plus, à la mi-novembre 1942, que 47 000 hommes et 19 chars, et est scindée en 3 groupes. Le débarcadère central et la Kurgan Maïev tiennent toujours, mais les unités qui les défendent sont décimées, épuisées, et les munitions presque épuisées. L'opération Uranus est la grande contre-offensive de l'armée rouge pour 1942. Elle a été conçue dès septembre 1942 et a bénéficié d'une planification méthodique d'une grande qualité. Il s'agit d'un double encerclement nord et sud des forces allemandes engagées à Stalingrad. Un grand effort d'artillerie, de chars et d'aviation. Georgi Djoukov, l'artisan de cette opération, parvient en 2 mois à réaliser un tour de force exceptionnel. Il a concentré environ 1 million d'hommes, 900 chars, 13 500 pièces d'artillerie et plus d'1 millier d'avions dans le secteur dévolu à l'opération, et le tout en dissimulant ses intentions à la Wehrmacht. Le renseignement allemand, malgré de nombreuses alertes, n'a pas voulu croire au succès d'une offensive soviétique. Et pourtant, là où portera le gros de l'attaque soviétique, les défenses de l'Axe sont d'une grande faiblesse. La 6e armée sur ordre d'Hitler est encore engagée dans les combats à Stalingrad et ses flancs sont tenus par des formations aux capacités défensives douteuses. Les efforts initiaux des soviétiques vont se porter contre des divisions roumaines dont les soldats sont mal équipés. À 7h30 du matin, à la réception du mot de code sirène, un bombardement de 80 minutes commence à s'abattre sur les positions de la 3e armée roumaine qui protège le flanc nord de la 6e armée de von Paulus. À 8h50, 3 armées soviétiques se lancent à l'assaut des lignes roumaines sévèrement ébranlées par le déluge de feu précédent, qui fut entendu à 100 km à la ronde. À la fin de la journée, 27 000 soldats roumains auront été faits prisonniers, et les Allemands auront déjà perdu les restes de la 22e division blindée, envoyée à la rescousse des Roumains. À peine 3 jours plus tard, les 2 pinces de l'encerclement soviétique se rejoignent à Kaltach, emprisonnant l'armée de von Paulus dans une poche d'à peine plus de 60 km de large. Au total, ce sont 260 000 hommes, dont 9 500 Roumains, 140 blindés et quelques 1250 canons qui sont pris au piège. L'armée de Paulus, au prix de grands sacrifices, est parvenue à garder le contrôle de plusieurs aérodromes dont dépend son ravitaillement. L'essence manque, les chars sont à l'arrêt et les munitions se font rares. La 6e armée, coupée de ses arrières et de ses dépôts, est totalement dépourvue sur le plan logistique. Cette situation condamne d'emblée toute tentative de sortie autonome à l'échec. Paulus doit tenir en attendant que l'on vienne l'aider à se dégager. Hitler est en effet confiant dans les capacités de résistance des troupes encerclées. Le chef de la Luftwaffe, Hermann Göring, lui a assuré qu'un pont aérien peut permettre de ravitailler la 6e armée.
Même le maréchal von Manstein, appelé à la rescousse par le Führer, est optimiste. Après tout, la Luftwaffe n'a-t-elle pas réussi à sauver la poche de Diamsk, où étaient piégés 100 000 soldats allemands l'hiver précédent? La 6e armée doit tenir grâce au pont aérien pendant que Manstein se charge de rassembler les forces nécessaires à son dégagement. Le pont aérien se révèle pourtant un désastre. Il faudrait que la Luftwaffe délivre chaque jour 350 tonnes à la 6e armée pour que cette dernière tienne. Les hommes de Göring parviendront à peine à une moyenne de 100 tonnes journalières. Les avions de transport ne sont pas assez nombreux, la maintenance ne suit pas et les aérodromes de la région sont trop petits. Quant aux soviétiques, ils défendent le ciel autour de Stalingrad avec acharnement à l'aide d'une DCA puissante. Ainsi, la situation des troupes au sein de la poche s'aggrave de jour en jour. La faim tenaille les soldats qui, en plus d'économiser leurs munitions, doivent composer avec le rude hiver russe. Gelure et maladie déciment des unités engagées face à des troupes soviétiques de plus en plus audacieuses. Quant à l'opération de dégagement de von Manstein, nommée Tempête d'hiver, elle ne s'annonce pas sous les bons auspices. La 4e armée blindée doit bousculer les troupes soviétiques, gardant le sud-ouest de la poche, alors qu'au même moment, la 6e armée doit engager contre ces dernières ses forces mobiles, tout en tenant ses positions par ailleurs. Hitler n'entend pas abandonner Stalingrad, mais plutôt la tenir à l'aide d'un corridor, puisqu'elle doit servir comme base de départ à l'offensive qu'il projette en 1943. Von Manstein s'oppose à cette vision, préférant un retrait de la 6e armée hors de la ville, convaincu qu'il parviendra à convaincre Hitler de la justesse de ses vues. Dans le feu de l'action, il lance l'opération Tempête d'hiver le 12 décembre. Bien que durant les premiers jours, les forces blindées allemandes connaissent de beaux succès, von Manstein comprend que l'opération est vouée à l'échec. Les soviétiques ont en effet lancé le 16 décembre l'opération Saturne. Cette dernière frappe le flanc gauche des forces de Manstein et risque d'aboutir à leur encerclement. Le maréchal n'ambitionne plus de sauver ses propres troupes afin d'éviter un désastre encore plus grand. Von Paulus, miné par son échec à s'emparer de la ville, et comme ces hommes affaiblis par les privations, n'ont pas su, n'ont pas pu, ou n'ont pas osé tenter une sortie en force, celle-ci n'aurait pu être réalisée qu'en abandonnant les positions si chèrement conquises à Stalingrad, ce à quoi Hitler se refuse absolument. Les hommes de la 6e armée qui meurent de faim, tous les chevaux de l'armée ont été mangés à cette date, sont désormais condamnés. Leur calvaire va durer encore plus d'1 mois. Les unités allemandes vont tenter de résister aux coups de grâce soviétiques. L'opération Kolsto. Peu à peu, les divisions de la 6e armée reculent, abandonnant le contrôle des aérodromes qui les relient au monde extérieur. Hitler et Manstein, qui savent bien que la situation est sans espoir, enjoignent von Paulus et ses hommes à tenir le plus longtemps possible. Leur sacrifice doit immobiliser de nombreuses forces soviétiques et donner le temps aux troupes allemandes engagées plus au sud de se retirer et d'échapper à un encerclement. En vue de pousser von Paulus à refuser toute capitulation, Hitler lui accorde même le bâton de maréchal. Il espère le conduire au suicide. Jusque-là, aucun feldmaréchal ne s'est jamais rendu et ainsi galvaniser les troupes allemandes. Des troupes qui ne sont plus que des spectres en haillons, qui déjà de leur propre initiative se rendent aux soviétiques. Le 31 janvier 1943, von Paulus, qui ne dirigeait plus les opérations depuis une semaine, se rend. En réalité, en pleine dépression, il n'a même pas participé aux négociations de capitulation, menées par des subordonnés décidés à sauver ce qui peut l'être encore. L'armée rouge fait plus de 100 000 prisonniers. Ces derniers sont conduits, puis internés dans des camps d'internement, dans des conditions effroyables. 17 000 seront morts dès février 1943. Seuls 5 000 reviendront un jour en Allemagne. L'armée rouge n'aurait de toute manière même pas eu de quoi les nourrir. Combat mythique et mystifié par la propagande soviétique. La victoire lors de la bataille de Stalingrad a connu d'emblée un retentissement mondial. Catastrophe nationale pour les Allemands, elle a longtemps été considérée comme un tournant de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, après celle-ci, la Wehrmacht tiendra encore 26 longs mois face à l'armée rouge. Preuve s'il en est que malgré son caractère gravissime, elle ne pouvait constituer à elle seule le tournant de la guerre. Comme on l'a vu, cette bataille a changé le cours des événements de la Seconde Guerre mondiale et a enterré les chances de l'Allemagne de sortir vainqueur de ce conflit à cause des énormes pertes et prisonniers subis.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.